Merci. Merci déjà d'être là. Je remercie beaucoup Stéphane de m'avoir invité parce que c'était quand même un pari de faire venir quelqu'un de l'extérieur pour vous parler du Covid. Surtout, vous avez compris que voilà, ma sphère de travail, c'est quand même pas énormément l'université, c'est plus l'hôpital. Donc peut-être je vais d'abord vous expliquer un peu ce que je fais parce que ça va vous permettre de situer un petit peu ce dont je vais vous parler. Moi, je suis enseignante de santé publique à la fac de médecine de Rouen. Et surtout, pour mon activité hospitalière, je suis médecin hygiéniste. Et le rôle en fait d'un hygiéniste, c'est de comprendre, de connaître et de comprendre les mécanismes de transmission des agents infectieux pour en déduire des mesures de prévention et que ce soit des mesures de prévention qui soient compatibles avec les soins qu'on fait au quotidien avec les patients. Donc nous, vous voyez, on est un peu, depuis des années, on est dans cette problématique de dire il y a des dangers, il y a un risque infectieux qui est permanent à l'hôpital. Comment est-ce qu'on le prend en compte pour continuer à travailler, continuer l'activité de soins? Donc je dirais qu'on n'a pas été trop dépaysé par l'épidémie de Covid, si ce n'est qu'évidemment ça a eu une ampleur que jamais on n'aurait imaginé par rapport à ce à quoi on est confronté d'habitude. Pour compléter, je suis membre du conseil scientifique de la Société française d'hygiène hospitalière, donc qui est l'instance nationale qui donne des avis sur les mesures d'hygiène à respecter pendant les soins. Donc ça, pour moi, ça a été intéressant parce que ça a permis en permanence de confronter ce qu'on faisait localement et ce qu'on faisait au niveau et les recommandations qui étaient dictées au niveau national. Et je pense que vous avez vu qu'on a été submergé de recommandations très évolutives au cours du temps. Et c'était un petit peu difficile pour les professionnels, y compris les professionnels de santé, de se retrouver là-dedans parce que vraiment on avait l'impression que tout changeait parfois d'un jour à l'autre. Donc cette formation, en fait, pour vous expliquer d'où c'est venu, donc moi je suis médecin hygiéniste, donc depuis le 27 février, je rentrais d'une mission extérieure, on m'a dit tiens, on est embêté, il y a un cas chez un professionnel de santé du CHU. Vous voyez le truc où on sentait un peu, on disait ça va venir, ça se rapproche, et puis crac, on me dit bah voilà, donc c'est un médecin du CHU. Et donc, il faudrait voir quel malade il a pris en charge, avec quel autre professionnel il a travaillé. Et donc, on a commencé, je ne suis pas bien placée, on a commencé tranquillement, non, un peu stressé quand même, à retrouver les patients qui avaient été pris en charge, retrouver les professionnels, les mettre en éviction, leur donner des conseils au téléphone, etc., etc. Et puis ça a duré 3 jours. Et en fait, au bout de 3 jours, on a été rattrapé par... voilà, je vois que ça vous évoque voilà, le plan mobilisation générale, puis le plan blanc. Et à partir de cette période-là, en fait, vous avez suivi, je pense, un petit peu ce qui s'est passé dans les hôpitaux. Donc, toute l'activité programmée a été arrêtée. Les hôpitaux ont identifié dans quel secteur ils allaient hospitaliser les patients atteints de Covid, suivant leur niveau de gravité. En particulier, on a identifié des secteurs de réanimation qui étaient parés, prêts à ouvrir quand les malades allaient arriver. Donc il a fallu former les professionnels qui allaient y travailler. Il a fallu mettre en place les équipements. Et pendant 6 semaines, l'équipe d'hygiène, en fait, on a passé notre temps à rencontrer les professionnels, en particulier dans ces secteurs de réanimation où il y avait quand même un niveau de stress que moi j'avais jamais vu et qui est difficile à imaginer, parce que les professionnels prenaient en charge des patients très très graves, ils étaient très inquiets pour eux, ils étaient très inquiets pour leurs patients, ils étaient très inquiets pour leurs familles. Donc il y avait un niveau de préoccupation qui était vraiment important. Et donc pendant ces 6 semaines, on passait le jour, la nuit, et on formait les professionnels, on répondait à leurs interrogations, on essayait de leur expliquer les mesures de prévention, ce qui nous a permis de nous approprier et de bien creuser le sens des mesures de prévention, de ce qui était utile et important, et de ce qui était peut-être finalement moins intéressant.
Et puis on est sorti de cette première vague, c'était à peu près au moment du week-end de Pâques, on a vu le reflux se faire et le niveau d'occupation des secteurs diminuer. Et à partir de cette date-là, moi j'ai commencé à être sollicité par des collègues de ville qui m'appelaient en me disant je suis embêté, je ne sais pas comment faire, il faut que je reprenne les consultations parce que j'ai des patients qui ont besoin de soins et qui viennent plus, et il faut absolument que je puisse recevoir des gens. Je ne peux pas recevoir un patient par heure, je ne peux pas tout désinfecter dans mon cabinet. Et puis on m'a dit qu'il fallait que quand je rentre chez moi, je me déshabille dans mon jardin et puis je mette mes vêtements à laver. Ça me paraît compliqué. Et donc on a commencé à mettre en place des formations pour les professionnels de santé de ville, les médecins, les infirmiers, les kinés, les sages-femmes, etc. Et puis après, en fait, en échangeant avec les collègues, et puisque moi je suis universitaire aussi, on a pu voir qu'il y avait aussi des problèmes évidemment très importants, finalement, dans toutes les structures qui sont amenées à recevoir du public, et en particulier avec les enseignants qui se trouvent confrontés. Finalement, c'est une logique qui est assez proche de celle des soignants, c'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'on fait pour respecter des précautions, et puis en même temps, pour continuer à assurer notre mission, qui est de former des étudiants. Effectivement, l'enseignement à distance, on nous a dit, c'est formidable, c'est super. D'abord, ça ne marche pas toujours si bien que ça. Il me semble, quand même, on perd un peu dans le contact avec les étudiants, dans la relation. Il y a des choses matériellement qu'on ne peut pas faire. Et dans le secteur des soins, évidemment, vous savez, il y a des élèves infirmiers, par exemple, ils n'ont pas mis les pieds à l'hôpital depuis des mois. Donc ça pose quand même des questions sur les compétences techniques, et je pense que vous avez aussi probablement ce type de difficultés. Et donc comment est-ce qu'on fait pour maintenir cette activité-là, pour ne pas pénaliser les étudiants, et malgré tout pour travailler en sécurité et pas prendre de risques. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est vraiment centré là-dessus. Vous avez bien compris que moi je ne connais pas votre activité, donc je vais vous donner je vais avoir un discours assez général sur les mécanismes de transmission et les mesures de prévention, mais après on pourra échanger si vous voulez sur la mise en œuvre. Et puis vous avez des professionnels de santé qui sont mieux placés que moi, qui connaissent mieux votre activité et qui pourront compléter. Avant de commencer, je prends des précautions, je ne suis pas virologue. Donc ce que je vais vous dire des virus, c'est la virologie à l'usage des hygiénistes. Donc c'est vraiment assez rustique, c'est des notions de base. C'est entièrement axé sur la prévention. Ce que je connais des virus, c'est ce qui me sert pour mettre en place des mesures de prévention. Je ne suis pas infectiologue, donc mon discours il s'arrête à la prévention. Et sur la prise en charge des patients, j'ai quelques notions, mais évidemment ça n'a rien à voir avec ce que les collègues infectiologues pourraient vous dire. Voilà, et donc ce qu'on a mis en place, là, c'est dans le cadre de Campus Santé Rouen-Normandie. C'est en fait une structure qui dépend de l'Université de Rouen, mais qui est copilotée par l'UFR Santé, par le CHU et par le Centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel. Donc ces trois copilotes sont un peu les commanditaires, entre guillemets, et moi je leur fais un retour de qu'est-ce que ça a donné, est-ce qu'il y a des demandes particulières de formation, et ils suivent ça directement. Alors, pour comprendre les mesures de prévention, je pense qu'il y a des notions un peu de base sur les virus qu'il faut connaître. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont fait un petit peu de microbiologie. Les particularités des virus par rapport aux bactéries, qui sont quand même les agents infectieux auxquels on est le plus souvent confronté, il faut avoir en tête que c'est des agents infectieux qui ne peuvent se multiplier que quand ils sont dans leur hôte, ou en tout cas au moins dans une cellule vivante. Un virus qui est là, parce que par exemple j'ai éternué, j'ai toussé, j'ai postillonné et qui a atterri là, même si la surface est sale, il ne va pas trouver des conditions favorables pour se multiplier. Il va survivre un certain temps, et au bout d'un temps, il va mourir, mais il ne va pas pouvoir croître et se multiplier comme ferait une bactérie qui serait déposée sur une surface sale. La deuxième chose qui est hyper importante pour comprendre la prévention contre le Covid, c'est que les virus,
ils ne peuvent pas rentrer dans un organisme vivant n'importe comment. Ils ont besoin de se fixer sur une cellule qui leur correspond, qui est leur hôte de prédilection. Par exemple, le virus du sida va se fixer sur les cellules immunitaires de l'organisme. Le virus de la grippe va bien aimer les cellules de l'arbre respiratoire. Et le Covid, c'est un petit peu la même chose. Donc ça, c'est deux notions en fait, qui vont être utiles pour la prévention. Sur le virus du Covid, donc ce qu'on appelle le SARS-CoV-2, alors je pense que vous avez été inondé, submergé d'informations sur ce virus-là. Vous avez compris que c'est un nouveau virus, c'est pas vraiment une surprise. C'est important parce que c'est ça qui fait que la population mondiale n'est pas immunisée et que le virus peut circuler aussi facilement. Comme vous savez, il est de la famille des coronavirus. En pratique, le coronavirus, on le connaît bien parce que c'est un des virus qui est impliqué dans le rhume. Donc, voilà, cet autre membre de la famille ne nous pose pas trop de problèmes habituellement. Mais c'est une famille de virus qui a déjà donné des cas d'épidémie assez sévères, peut-être même plus sévères que celles qu'on a actuellement, en termes de gravité. C'est le SARS, le syndrome détresse respiratoire aiguë de Hong Kong. Et puis plus récemment, le MERS coronavirus qui vient du Moyen-Orient. Donc ça, en fait, c'est des choses qu'on a connues, mais c'est des épidémies qui n'avaient pas envahi le monde, qui étaient restées assez localisées. Donc là, le Covid-19, c'est à la fois une maladie qui peut être dans certains cas grave et qui diffuse dans le monde entier. Ce qui est hyper important du point de vue de l'hygiéniste, c'est que c'est un virus qu'on appelle un virus enveloppé. Pour les hygiénistes, le monde viral, il se divise en deux parties. Il y a les virus nus et les virus enveloppés. Et c'est important parce que paradoxalement, un virus enveloppé, c'est beaucoup plus fragile qu'un virus nu. Parce que cette enveloppe, qui est une enveloppe qui est indispensable pour la survie du virus, c'est une enveloppe lipidique et qui est très sensible aux détergents, aux désinfectants et de façon générale aux conditions extérieures. Donc nous, on aime bien les virus enveloppés parce que c'est des virus qui survivent très mal dans l'environnement, qui sont donc sensibles aux détergents et aux désinfectants et qu'on ne va pas retrouver très longtemps sur les surfaces. Quand on est confronté à des épidémies de virus enveloppés, pour nous c'est plutôt rassurant. C'est le type de virus enveloppé, c'est par exemple le virus de la grippe, parce qu'on sait que c'est des épidémies qu'on arrive à contrôler. On est beaucoup plus embêté par des épidémies à virus nus. Et pour nous, l'exemple type du virus nu, c'est un virus que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le rotavirus, qui est un virus qui donne des épidémies de gastro-entérite, en particulier dans les crèches, par exemple. Et ça, c'est des épidémies, pour nous, c'est vraiment casse-pied, c'est difficile, parce que c'est un virus qui peut survivre très longtemps dans l'environnement. Et même quand il n'y a plus d'enfants malades, on peut voir des redémarrages d'épidémies parce que le virus est resté dans l'environnement. Avec les virus enveloppés, on ne voit pas ça. C'est vraiment des maladies de transmission de proximité à partir d'un individu malade. Alors ce virus, vous avez tous entendu depuis ces derniers mois, c'est un virus qui est présent dans l'arbre respiratoire. Et en fait, il est porté par des petites gouttelettes qui sont accrochées dans notre arbre respiratoire. Et ces gouttelettes, elles vont sortir quand on tousse, quand on éternue, et aussi quand on parle, qu'on émet des postillons. Et il y a même eu ces dernières semaines des travaux qui ont essayé de voir si la langue parlée pouvait être associée à un nombre différent de postillons émis. Est-ce qu'on émet plus de postillons quand on parle français, quand on parle anglais, quand on parle mandarin? Vous voyez, les gens se sont dit, c'est peut-être pour ça qu'en Chine, ça a beaucoup disséminé. En fait, non. Ce qui compte, par contre, c'est la force de la voix. Quand on parle fort, on postillonne plus. Donc, vraiment, la source principale, c'est l'appareil respiratoire. Il faut aussi avoir en tête qu'à partir du moment où on est porteur au niveau respiratoire du virus, on a toutes les probabilités d'en avoir sur ses propres mains, qui deviennent sales en l'occurrence, parce qu'on s'auto-contamine en fait à partir de notre appareil respiratoire. Et puis après, il y a plein de produits liquides biologiques dans lesquels on a retrouvé du coronavirus, mais a priori, ce n'est pas des formes infectantes, et donc la transmission, elle se fait à partir du virus qui est dans notre arbre respiratoire.
Et alors, ce qu'on a vu là, ces derniers mois, et c'est des choses, c'est des notions qui se sont quand même bien précisées depuis qu'on est en situation épidémique, c'est que la transmission, certes, elle va se faire à partir de personnes infectées, donc des gens qui sont malades, mais il faut avoir en tête que on devient contagieux jusqu'à 48 heures avant les symptômes, et ça c'est vraiment une difficulté pour la prévention, parce que ça veut dire que quand on croise des gens, ils peuvent être tout à fait en bonne forme, et 24 heures après, ils vont développer la maladie, mais ils étaient déjà contagieux. Et puis, on a vu aussi qu'il y a des gens qui restent asymptomatiques pendant toute la durée de l'infection et qui peuvent tout à fait transmettre l'infection. Nous, on a eu, en début d'épidémie, on a eu une infirmière qui a été contaminée. Et en fait, la chaîne de transmission, c'est que sa fille était infirmière dans un autre établissement. Vous savez, les soignants, ils sont souvent en famille. Hein, et elle s'était occupée d'un malade Covid+. Elle n'a jamais été symptomatique, mais elle a déjeuné avec sa mère. Et sa mère, elle, a développé des symptômes. Et quand on a testé la fille, eh bien, en fait, la fille était aussi positive, alors qu'elle n'avait jamais eu le moindre symptôme. Donc ça veut dire que cette maladie, en fait, ce qui la rend un peu particulière par rapport à d'autres maladies auxquelles on est exposé en milieu de soins, c'est que la transmission, elle va se faire à partir des patients, ça c'est clair. Et ça, c'est... bon, oui, les soignants, ils sont un peu habitués à dire le danger, il peut venir des patients. Donc c'est un peu un entraînement et on a le réflexe de se protéger. Mais pour cette maladie-là, le danger, il vient aussi de toutes les autres personnes qu'on croise, et donc ça peut être aussi les amis et les collègues de travail. Et intégrer dans les comportements qu'il faut se protéger aussi contre des amis et des collègues de travail, ça c'est quand même plus difficile. Alors après, sur la façon dont ça se transmet, il y a deux mécanismes principaux de transmission. Le premier, c'est ce qu'on appelle de la transmission directe, ça c'est du jargon d'hygiéniste, et c'est de la transmission qu'on appelle, nous, gouttelette. La transmission gouttelette, c'est un agent infectieux qui sort porté par ces grosses gouttelettes de sécrétion qu'on va émettre en toussant, en éternuant ou en postillonnant. Ces gouttelettes, on va les projeter, elles sont assez lourdes, donc ça fait un peu comme des boulets de canon, et elles retombent. Et toute la question est à quelle distance est-ce qu'elle retombe. Et je pense que vous avez dû peut-être être un peu dubitatif à propos de ce qui était dit dans les médias ou par le gouvernement qui disait c'est 1 mètre. Alors moi j'ai bien entendu c'est 1 mètre. Je sais que les hygiénistes depuis des années ils disent les gouttelettes c'est 1,50 m. Vous avez peut-être entendu que les anglo-saxons ils disent c'est 2 mètres. Et il dit, si vous tendez la main et que vous pouvez toucher la main de votre voisin, c'est que vous êtes trop près. Et il y a donc ce petit flou sur la distance de transmission. En fait, le flou, il s'explique par le fait que ce n'est pas contractuel. C'est-à-dire la gouttelette, elle va aussi loin que vous l'envoyez. Et vous imaginez bien que ce qui va compter, c'est finalement la force de la cage thoracique pour aller expédier des gouttelettes. Et je pense qu'on connaît tous des éternueurs qui éternuent de façon très vigoureuse et qui peuvent peut-être projeter à 2,50 m, 3 mètres. Hein, donc, on dit c'est 1 mètre, 1,50 m, mais il n'y a pas de seuil au-delà duquel on peut dire non, là, il n'y a vraiment aucun risque. Plus on s'éloigne, moins on a de risque d'être touché par des gouttelettes, mais d'une personne à l'autre, les gouttelettes peuvent être émises plus ou moins loin. Ces gouttelettes, pour transmettre l'infection, elles doivent rentrer en contact avec une cellule qui leur correspond. Et donc les cellules candidates à ça, c'est le nez, la bouche et probablement à un moindre degré les yeux. Si quelqu'un vous éternue sur le bras, il n'y a aucun risque pour vous. Le seul risque, c'est vraiment qu'il faut qu'il y ait un contact avec votre muqueuse à vous. Et sur les derniers travaux qui ont été publiés, manifestement, le nez est un endroit où il y a beaucoup de cellules avec des récepteurs pour le virus. La bouche un petit peu moins, et les yeux moins aussi. Donc ça, c'est la transmission directe. Quelqu'un tousse, éternue, et vous envoie
des gouttelettes qui vont rentrer dans votre nez ou dans votre bouche. Deuxième mode de transmission, on en a beaucoup parlé dans les médias, puis ça a même de temps en temps un peu pris le devant de la scène, c'est ce qu'on appelle, nous, la transmission indirecte par contact. Donc la transmission indirecte par contact, il faut d'abord qu'il y ait une surface qui ait été contaminée. Donc là, vous voyez, je parle, j'ai enlevé mon masque pour que vous puissiez m'entendre, et puis aussi parce que vous êtes un peu loin. Donc je postillonne, j'ai dû en mettre un petit peu voilà, sur la table. Pour que quelqu'un se contamine, il faut que ses mains touchent la surface, et ensuite qu'il porte les mains au visage et qu'il y ait un contact avec son nez, sa bouche ou ses yeux. Donc ça, c'est les modes de transmission. Et toute la prévention qu'on va faire là-dessus, c'est basé sur ces deux modes de transmission. Donc contre la transmission par gouttelette, c'est le port du masque. Contre la transmission par le contact, c'est l'hygiène des mains. Et en complément, là, il y a la distanciation physique qui agit en fait sur les deux, à la fois parce qu'elle vous met à distance des gouttelettes, mais aussi parce qu'elle vous éloigne des surfaces qui ont pu être contaminées par la personne infectée. Alors là, ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder un petit peu ces mesures de prévention, comment ça marche et quels petits pièges il peut y avoir dans leur mise en œuvre. Alors sur le masque, alors, déjà, je pense que c'est la mesure la plus contraignante. On n'a pas d'obligation nationale en France, mais actuellement, en période de circulation virale, la mesure la plus protectrice, c'est de porter un masque systématiquement, chaque fois qu'on est en présence d'autres personnes, et ça, que ce soit du public ou pour nous des patients, mais aussi devant les collègues de travail, devant les amis. Et ça, c'est la mesure qui ne plaît pas, parce que on ne peut pas dire que ce soit la mesure la plus conviviale qui existe, mais c'est la mesure barrière qui est la plus efficace. Et donc, actuellement, par exemple, au CHU, tous les professionnels de santé, qu'ils soient soignants ou non soignants, pendant toute la journée de travail, ils portent un masque dès l'instant où ils sont en présence d'autres personnes, y compris à la pause, dans certaines conditions. Mais évidemment aussi à l'extérieur, donc c'est les transports en commun, c'est quand on fait ses courses, la réouverture des terrasses. Je pense que vous avez vu des choses qui sont un peu impressionnantes et inquiétantes sur les risques de circulation virale, mais là aussi, normalement, on devrait pouvoir porter un masque. Après, porter un masque, c'est pas un talisman, c'est-à-dire c'est pas un truc, à partir du moment où vous l'avez sur vous, en collier ou dans la poche, ça vous protège pas. Pour vous protéger, il faut qu'il soit bien placé, et donc il faut qu'il couvre le nez, la bouche et le menton. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y a les cellules sur lesquelles le virus aime se fixer, c'est en priorité les cellules du nez. Donc quand vous portez le masque comme ça, ça vous protège pas. Peut-être vous trouvez que c'est plus confortable, mais en termes de protection, c'est pas top. Et là, vous voyez, j'espère que vous voyez, parce que moi je tourne le dos, ça c'est nos internes. Voilà, il y a Thibaut et Rémi qui ont fait un florilège de ce qu'il ne faut pas faire quand on porte un masque. Donc là, ils sont en train de prendre leur pause café, ils ont baissé leur masque, et vous voyez qu'ils sont à peu près. Rémi, il porte son masque, ce qu'on appelle nous en bavette ou en bavoir. Thibaut, il l'a descendu sous le nez, et là, Rémi, il a détaché les liens du bas parce qu'il trouvait ça casse-pied. Donc voilà, il a fait un pose de masque en mode light, en le fixant pas bien. Et donc ça, c'est des façons de porter un masque qui apportent pas toute la sécurité que le masque devrait apporter. Alors je pense que vous avez entendu plein de choses sur les masques, parce que les médias se sont pas mal exprimés là-dessus. Et en particulier, moi j'ai été frappée, surtout dans les premiers temps de l'épidémie, par un discours qui disait le masque chirurgical, en fait, ça sert à rien, ça vous protège pas, ça a un intérêt pour éviter de mettre du coronavirus dans l'environnement si on est infecté, mais le seul type de masque qui peut protéger, c'est un masque FFP2. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Hein, on vous a dit, mais le masque FFP2, on le réserve aux soignants. Alors, moi, je trouvais que le discours était un peu difficile. C'est-à-dire, on dit, il n'y a que ça qui protège, mais on le garde pour les soignants, puis vous pouvez vous débrouiller. Alors ça, ce discours-là, moi, je ne sais pas du tout d'où il vient. Parce que nous, ça fait des années qu'on protège les soignants contre la transmission par gouttelettes.
Et notre outil de référence pour protéger les soignants, c'est le masque chirurgical. Et ce masque chirurgical, il fait partie de ce qu'on appelle des masques barrières. Donc en fait, c'est des masques qui fonctionnent en interposant un bouclier devant le nez et la bouche pour que les gouttelettes, alors soit vous êtes infecté, vous portez un masque et ça bloque les gouttelettes, ça empêche de les émettre vers l'extérieur, soit vous n'êtes pas malade et vous prenez en charge quelqu'un qui est malade, et donc s'il se met à tousser et qu'il vous envoie des gouttelettes, les gouttelettes vont venir s'impacter sur le masque et ne parviennent pas jusqu'à votre nez et jusqu'à votre bouche. Donc ça, c'est vraiment le masque pour nous de base qu'on utilise, puis on l'utilise depuis longtemps pour la grippe, mais on l'utilise aussi pour des maladies particulièrement graves comme la méningite à méningocoque. Donc c'est pas du tout un sous-masque qu'on utiliserait quand on n'a pas de FFP2, c'est vraiment la méthode de référence. Alors on l'a baptisé de plein de noms, donc de temps en temps vous entendez parler de masques de soins ou de masques à usage médical, en fait c'est pareil, c'est le même... Alors les caractéristiques de ce masque-là, donc là j'ai mis le mien parce que je suis arrivé avec un masque en tissu que ma maman m'a fabriqué, parce que c'est mon masque pour l'extérieur, mais quand je travaille, je mets un masque chirurgical. Sa particularité, c'est que c'est un masque à usage unique. Parce que, en fait, c'est un matériau qui a une certaine fragilité. Vous avez dû entendre aussi des gens qui proposaient de stériliser les masques chirurgicaux pour pouvoir les faire durer plus longtemps, avec différentes méthodes, des ultraviolets, à la vapeur, etc. Mais en fait, ce n'est pas tellement le problème pour un masque chirurgical. Ce qui fait qu'on le jette après usage, c'est pas tellement parce qu'il est contaminé, bon, certes il est contaminé, mais le vrai problème, c'est le vieillissement du matériau. C'est-à-dire que pour faire son effet barrière, ce masque-là, il est fait d'un matériau, de fibres qui s'entrecroisent et qui n'ont pas une résistance incroyable. Donc le fabricant les garantit pour être porté au moins 4 heures. Alors il est probablement encore efficace quelques heures après, simplement ça n'a jamais été vérifié. Mais si vous le réutilisez le lendemain, le surlendemain, voire même plus, le problème c'est que le matériau va s'abîmer et que votre masque, il va y avoir des petits trous qui ne sont pas visibles et qui vont l'empêcher de jouer ce rôle de bouclier. Donc c'est un masque qui est ciblé usage unique. Il est plus ciblé milieu de soins, mais on peut l'utiliser aussi en ville. Et vous avez vu plein de gens qui portent des masques en ville et qui les jettent par terre, et avec tous les problèmes de traitement des déchets. Et la contrainte qu'on a, c'est que pour pas que le matériau vieillisse trop vite, il faut le manipuler avec délicatesse. Avant, en milieu de soins, on disait vous mettez un masque et puis vous le jetez après le soin. Donc ça veut dire vous le gardez 10 minutes, une demi-heure. Maintenant, on dit attention, il faut le garder 4 heures. Donc pour le garder 4 heures, il faut le manipuler avec une grande délicatesse pour pas que le matériau s'abîme. Et en particulier, il faut le manipuler en le tenant par les élastiques ou par les liens et pas tenir cette partie-là, d'une part pour éviter de trop se contaminer les mains, mais ça c'est pas le problème principal, c'est surtout parce que quand on le touche, on abîme les fibres. Alors pour le mettre, là je vais vous montrer des petites vidéos, c'est notre interne Thibaut qui va vous montrer comment on met un masque. C'est assez rapide, j'espère que ça va marcher, mais là on voit pas, bon c'est super. Normalement ça s'agrandit un peu. Alors en fait ce que vous voyez c'est Thibaut, il fait une hygiène des mains pour commencer, parce qu'il va mettre son masque. Donc s'il a touché des surfaces ou s'il est entré en contact avec quelqu'un qui est infecté, pour mettre le masque, il va porter les mains au visage. Donc c'est bien que ses mains, il les ait nettoyées avant de mettre le masque. Il fait une hygiène des mains, il met le masque, il le met bien sur le nez, la bouche et les yeux. Et comme il porte des lunettes, je vais essayer de le faire sans coincer l'élastique dans mes boucles d'oreilles, ce qui est un problème dont on ne parle pas assez dans les médias, mais pour les porteurs de lunettes, c'est vraiment nul les masques pour les porteurs de lunettes, mais c'est un peu mieux quand on met le haut du masque sous les lunettes, comme ça. Voilà. Pour les porteurs de lunettes, ce qui est pas mal, c'est plutôt que des masques à élastique, si vous en avez la possibilité, c'est d'utiliser des masques à lien, parce que ça vous permet d'un peu moins serrer le lien du bas, et que le bas soit un tout petit peu relâché, ça permet à l'air chaud de sortir par le bas. Avec les masques à élastique, ça n'est pas possible.
Tu veux que je le remette? Voilà. Donc ça, c'est la façon de mettre un masque. Et puis je vais essayer de vous montrer la façon de le retirer. Donc ça, c'est Thibaut, il revient de sa pause. Donc il arrive en faisant une friction des mains avec une solution hydroalcoolique. Ensuite, il porte les mains au visage pour enlever son masque. C'est pour ça qu'il a fait une hygiène des mains. Et ensuite, comme il vient de toucher son masque qui était peut-être contaminé, il refait une hygiène des mains. Et ça, c'est un message important, c'est que le port du masque, c'est une mesure qui ne peut pas s'envisager seule. Le port du masque, il est associé à l'hygiène des mains. Si vous faites l'un sans l'autre, en fait, vous vous mettez dans une situation de risque, parce que quand on porte un masque, très souvent, comme on fait en ce moment, on multiplie les occasions de venir porter les mains au visage, parce qu'on met le masque, parce qu'on l'enlève, parce qu'on le réajuste, parce qu'il a glissé, parce que les lunettes sont comme ci, comme ça. Et donc c'est autant d'occasions où on apporte les mains au visage. Si les mains sont contaminées, eh ben on court un risque. L'autre type de masque qu'on voit de plus en plus maintenant, c'est les masques grand public. Donc les masques grand public, ils ne sont pas à usage unique, ils sont donc réutilisables par définition. Et alors en fait, le nombre de réutilisations, ça dépend des modèles. Si c'est un masque en tissu que vous avez fabriqué vous-même en suivant le référentiel AFNOR, vous pouvez l'utiliser tant que le tissu est en état, c'est-à-dire tant que vous ne voyez pas la trame, tant que il n'est pas usé. C'est un masque qui n'est pas accepté en milieu de soins, parce que c'est incontrôlable, on ne sait pas comment ils ont été fabriqués, on ne sait pas quand est-ce qu'ils ont été lavés la dernière fois, donc voilà, c'est trop compliqué. Et par contre, comme il est plus résistant, il peut être utilisé en général plus longtemps qu'un masque chirurgical, surtout sous réserve qu'il ne soit pas mouillé, parce que les masques en tissu, vous savez, ça prend l'humidité. Et quand le masque est complètement transpercé d'humidité, bah, les agents infectieux, ils ne restent pas forcément sur l'extérieur du masque, ils peuvent rentrer vers l'intérieur. Donc tant qu'il n'est pas mouillé, tant qu'il n'est pas sale, bah, vous pouvez le garder. Donc en pratique, la façon de le porter, ce que je vous propose, c'est vous avez 3-4 masques en tissu chez vous. Quand vous devez sortir, vous en mettez un, vous partez, vous essayez de le garder si possible tout le temps de la sortie. Quand vous revenez, vous l'enlevez, vous le mettez à laver et vous faites une hygiène des mains. Si vous devez l'enlever pendant que vous êtes sorti, c'est-à-dire, je sais pas moi, vous partez en voiture, vous êtes seul dans la voiture, vous dites c'est peut-être pas indispensable que je mette un masque quand je suis tout seul dans ma voiture, surtout si je porte des lunettes, que ça fait de la buée et que je vois pas quand je conduis. Donc vous pouvez mettre votre masque quand vous sortez, vous l'enlevez quand vous rentrez dans la voiture. À ce moment-là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un petit sac pour mettre votre masque, avec l'idée que sinon, quand on met les mains dans son sac à main, s'il y a un masque qui traîne, on va à chaque fois se recontaminer les mains, donc plutôt le mettre un peu en sécurité. Et puis, voilà, vous le mettez quand vous avez besoin, vous allez vous retrouver en présence d'autres personnes. Ce qui est important, c'est que chaque fois que vous manipulez un masque, vous devez vous faire une hygiène des mains avant et après l'avoir mis. Un point épineux, c'est comment est-ce qu'on lave des masques. Alors, moi, ce que j'ai entendu, c'est quand vous revenez avec votre masque, vous le mettez dans la machine, donc le masque tout seul, et vous faites une lessive à 60 degrés pendant 30 minutes. Alors, d'une part, c'est hyper contraignant, c'est très coûteux, et je pense que ça accélère le vieillissement des masques, en particulier des élastiques. Je crois qu'il y a eu un malentendu sur cette histoire de 60 degrés. C'est qu'en fait, en hygiène, on a l'habitude, quand on parle de nettoyage, d'associer un couple température et temps. Et en fait, quand on dit 60 degrés pendant 30 minutes, c'est un point de repère, mais ça veut dire que si on baisse la température et qu'on allonge le temps, on reste bien. Donc là, clairement, si vous voulez laver un masque, vous pouvez tout à fait faire une lessive à 40 degrés. De toute façon, les cycles de machine, maintenant, ils sont de plus en plus longs, donc ça va être au moins 1 heure. De toute façon, vous mettez de la lessive dedans, c'est détergent, l'enveloppe du coronavirus, elle va exploser dès le début de la lessive, et c'est sûr qu'après une lessive à 40 degrés pendant 1 heure avec de la poudre ou de la lessive liquide, il n'y a plus de coronavirus quand vous retirez votre masque. Et ça veut dire que le masque, vous pouvez aussi le laver avec le reste de votre lessive. Vous n'êtes pas obligé de faire une lessive par masque.
Vous avez entendu l'AFNOR qui dit il faut surtout pas le laisser sécher à l'air libre et il faut compléter au fer à repasser ou au sèche-cheveux. Donc ça, c'est pas pour une raison de risque infectieux, c'est parce que quand vous faites sécher un masque en tissu à l'air libre, le masque, il est donc à la base en 3 épaisseurs de tissu. Quand vous faites une couture, vous repliez, donc ça fait 6 épaisseurs. Quand vous faites les plis du masque, vous arrivez à 9, 12 épaisseurs. Et en fait, ce qui est difficile, c'est de sécher ces 12 épaisseurs. Et si vous ne séchez pas bien le masque, que vous le rangez et que vous le reprenez 2 ou 3 jours après, il va sentir le moisi. Et ça ne va pas être confortable. Donc la question du séchage, elle n'est pas pour une question de risque infectieux, puisque de toute façon la lessive a fait disparaître le virus, elle est uniquement pour une question de confort. Donc ça veut dire que si votre masque n'est pas complètement sec, peut-être que vous ne serez pas très à l'aise, mais vous ne courez pas un risque d'infection quand vous allez le remettre. C'est pas ça le problème. Le masque FFP2. Alors là, le masque FFP2, on en a parlé, c'est devenu un peu le signe le nec plus ultra du masque. On dit si t'as pas un masque FFP2, t'as raté ta vie. Enfin bon, c'est vraiment... Alors le masque FFP2, c'est un masque qui est très utile dans certaines circonstances. Il faut bien comprendre son mode de fonctionnement. C'est pas un masque bouclier sur lequel les gouttelettes vont venir s'impacter. C'est un masque qui est dit un appareil de protection respiratoire qui est là pour filtrer l'air que vous inspirez. Le principe de fonctionnement, c'est que tout l'air que vous inspirez doit avoir avant traversé le masque. Pour ça, il faut qu'il soit parfaitement adhérent au pourtour du visage. Et par exemple, pour les barbus, il y a une question qui n'est pas très bien résolue. En fait, on pense que les barbus ne sont pas bien protégés par un masque FFP2 parce qu'il n'y a pas une complète adhérence au visage. Donc ce masque, en fait, il est fait pour protéger les gens, pas contre des gouttelettes qui seraient envoyées comme ça. Vous voyez, c'est un peu c'est balistique, les grosses gouttelettes, c'est vraiment ça va tout droit et ça vient s'impacter sur le masque. Donc là, c'est pas le sujet. On veut se protéger contre des agents infectieux qui flotteraient dans l'air et qu'on respirerait en même temps que l'air. Et pour qu'un agent infectieux puisse vous infecter dans ces conditions-là, il faut à la fois qu'il soit capable de se mettre en suspension dans l'air et de rester vivant et infectant. Or, ces agents infectieux, ils sortent, comme le coronavirus, ils sortent sur des grosses gouttelettes. Donc, ils sont projetés à l'extérieur. Ces gouttelettes, elles sont trop lourdes pour se mettre en suspension. Dans leur état normal, elles retombent. 1 mètre, 1 mètre 50, peut-être 2 mètres. Pour qu'elles se mettent en suspension, il faut qu'elles deviennent légères, et donc il faut qu'elles perdent de l'eau. Et dans ce mécanisme de perte d'eau, qui se produit effectivement pour les gouttelettes en quelques secondes, une fois qu'elles sont émises, en fait, dans le même temps, la gouttelette se déshydrate et ça tue la plupart des agents infectieux qui sont dessus. Et à notre connaissance, il n'y a que 3 agents infectieux qui sont capables, quand la gouttelette se déshydrate et devient assez légère pour se mettre en suspension, et que malgré tout l'agent infectieux reste vivant, ça ne concerne que 3 maladies, c'est la tuberculose, la rougeole et la varicelle. Donc quand on est en contact avec des patients qui sont atteints d'une de ces 3 maladies et qu'on n'est pas vacciné, en particulier pour la rougeole ou la varicelle, il faut mettre un masque FFP2. Mais pour les agents qui sont à transmission gouttelette, comme la grippe, comme le coronavirus, ça n'est pas nécessaire, sauf dans des circonstances très particulières. Et là, on arrive vraiment dans les soins techniques, c'est ce qu'on appelle, nous, les soins producteurs d'aérosols. Donc les soins producteurs d'aérosols, vous voyez, c'est quand on fait de la kiné, par exemple, la kiné pour les bébés qui ont des bronchiolites, c'est quand même des choses assez musclées. Aussi quand on fait une intubation, quand on fait des soins dentaires, parce que les turbines mettent en suspension les petites gouttelettes. Donc uniquement pour ces soins-là, on considère qu'il y a un petit risque comme il y a une énorme quantité de gouttelettes qui sont émises lors de ces soins, il y a un petit risque que statistiquement, il reste quelques gouttelettes qui soient en suspension et qui soient infectantes. Donc pour ces soins-là, pendant la durée des soins, on demande aux soignants de porter un masque FFP2, mais le reste du temps, ça n'est pas nécessaire, même pour les soignants. Et ces masques-là, ils ont un énorme défaut. C'est que
comme leur principe de fonctionnement, c'est qu'il faut respirer, faire passer l'air à travers le masque, eh ben, ça demande un effort respiratoire supérieur. Quand vous respirez avec un masque chirurgical comme ça, si vous respirez un peu vite, vous devez sentir que l'air en fait rentre en passant sur les côtés et par-dessous. Donc il choisit le point de moindre résistance. Quand vous portez un masque FFP2, l'air doit absolument continuer à traverser le masque, même si vous respirez vite. Et là, vous voyez, je suis en train de parler, j'aurais peut-être pu le faire, je ne sais pas si vous m'auriez bien entendu, avec un masque chirurgical. Je suis sûr que je n'aurais pas pu le faire avec un masque FFP2, c'est trop difficile, ça demande un effort respiratoire trop important. Et les personnes qui doivent porter des masques FFP2 pendant un temps prolongé, pendant plusieurs heures, en fait, ils sont fatigués par ça. Et nous, on l'a vu beaucoup dans les services de réanimation où il y a beaucoup de soins avec aérosol, donc les soignants, parfois, ils portaient 5-6 heures de suite un masque FFP2. Et ils me disaient, on n'en peut plus, on est fatigué à la fin de la journée d'avoir fait ça. Et la deuxième chose, c'est que, je ne sais pas si vous en avez vu de près des masques FFP2, mais vous voyez, les masques chirurgicaux, c'est des petits élastiques qui peuvent parfois tirer un petit peu quand même sur les oreilles, mais enfin, ça ne tire pas très fort. Les masques FFP2, pour bien les plaquer au visage et qu'ils adhèrent bien, c'est des gros élastiques qui tirent fort. Et quand les soignants portent des masques FFP2 pendant une durée prolongée, en fait, c'est appuyé très fort sur le visage. Et pour les gens qui ont l'arête du nez un peu osseuse, on en voit qui ont des escarres sur le nez. Et une fois que l'escarre est fait, quand il faut remettre un masque par-dessus, c'est quand même assez inconfortable. Et c'est probablement pour ça, quand vous voyez des gens dans la rue qui portent des masques FFP2, donc je ne sais pas pourquoi ils portent des masques FFP2, je ne sais pas où ils les ont eus, mais enfin bon, en fait, la plupart du temps, si vous les regardez, ils ne les portent pas bien. Parce qu'un masque FFP2 bien porté, c'est très inconfortable. Donc en fait, en général, il laisse le nez au-dessus, ou alors il n'est pas bien adhérent, et vous voyez, il est un peu comme ça en pointe, et puis tout passe sur les côtés. Donc ça, c'est des masques FFP2, en fait, qui fonctionnent comme des masques chirurgicaux, qui ne sont pas utilisés comme des masques FFP2. Donc, vous voyez, ce temps d'explication un peu long sur le masque, c'est pour vous dire, le coronavirus, la mesure de protection de base, c'est les masques barrières, soit masques chirurgicaux, soit masques grand public. Les deux fonctionnent, et les deux fonctionnent en protégeant dans les deux sens, c'est-à-dire qu'ils protègent l'extérieur d'une personne contaminée, si elle porte le masque, et ils protègent aussi quelqu'un qui sera en contact avec cette personne-là et qui est bien protégé par un masque chirurgical. Moi, je n'ai jamais porté, depuis le début de l'épidémie, de masque FFP2. Pourtant, je suis allée dans tous les secteurs Covid de l'hôpital, et j'y suis allée en portant un masque chirurgical, parce que le masque était adapté à ce que je faisais dans ces secteurs-là. C'est des masques qui sont faciles à mettre, ils sont faciles à utiliser, ils sont bien supportés. Le masque FFP2, il n'est pas utile dans toutes les circonstances, il est utile vraiment sur des circonstances très ciblées et qui concernent quasiment exclusivement des soignants, et il est quand même moins bien toléré, plus difficile à utiliser. Alors dans les nouveautés qu'on a vues ces dernières semaines, il y a les visières que vous avez vu fleurir, je pense, au supermarché, et peut-être que vous en avez. Ça a été beaucoup produit en impression 3D, enfin, il y a pas mal de choses qui ont été proposées. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les visières de protection, ce n'est pas une alternative au masque, c'est une alternative aux lunettes de protection. Parce qu'en milieu de soins, les soignants doivent porter des lunettes de protection au cas où ils auraient vraiment des grosses projections de liquide dans les yeux. Et pour des raisons de confort, il y en a qui préfèrent porter des visières plutôt que des lunettes, en particulier des porteurs de lunettes de vue. Mais la visière, ça ne remplace pas le masque. Et vous voyez là le monsieur qui porte, en fait c'est une photo que j'ai prise sur la pub du fabricant de visières, donc il suggère qu'en fait, voilà, c'est bon avec les visières, vous pouvez y aller, vous ne courez pas de risque. En fait, le problème des visières, c'est que c'est ouvert vers le bas, et que dans certaines situations, on peut très bien avoir des projections en fait, dirigées vers le haut qui vont contaminer le nez et la bouche. Et puis, quand vous regardez des gens qui portent des visières, les visières, souvent, elles tiennent avec un arceau autour du front. Et il y a des gens, pour être plus à l'aise, ils remontent l'arceau, ce qui fait que le bas de la visière s'écarte du visage. Et en fait, c'est une protection qui devient très symbolique. Et vous voyez là, la soignante, en fait, elle porte une visière comme on doit la porter, c'est-à-dire par-dessus un masque. Avec un petit bénéfice, c'est qu'en plus, quand on porte une visière par-dessus un masque, on touche moins son masque par réflexe que quand on n'a pas de visière. Donc voilà, les visières, c'est pas la panacée, ça remplace pas le masque. Deuxième produit miracle, les écrans de protection en plexiglas.
Alors là, les écrans de protection en plexiglas, je pense qu'il y a des fabricants qui sont construits une part de marché très importante là-dessus, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. Nous, on a eu beaucoup de pression dans les secrétariats pour nous dire mais il faut nous mettre des masques, des écrans de plexiglas. Et en fait, on est assez dubitatif, parce que l'écran de plexiglas, c'est une barrière. Bon, si vous êtes masqué, vous avez déjà une barrière. Donc l'intérêt de mettre deux barrières, surtout si la personne qui est d'un côté de l'écran est masquée, que celle qui est de l'autre côté est masquée, que vous mettez en plus, ça commence à faire un peu ceinture, bretelle et parachute, quoi. Donc ça n'apporte pas de bénéfice. Et moi, il me semble que le risque des écrans de plexiglas, c'est que quand vous donnez à votre secrétaire un écran en plexiglas, le message que vous lui faites passer, c'est le danger, il est de l'autre côté. Et ça la déconcentre du risque qui peut venir de son côté de l'écran, c'est-à-dire une collègue qui va venir lui poser une question, quelqu'un qui va venir lui transmettre un message et qui ne portera pas de masque. Et vous voyez, là j'ai pris, je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais j'ai trouvé sur Internet un reportage qui est fait dans une banque. Et vous voyez qu'il y a 2 agents qui sont bien protégés du public par un écran en plexiglas. Je ne sais pas si ça se voit bien sur l'écran, mais en fait ils sont 2. Ils sont certes à 2 mètres l'un de l'autre, mais aucun des 2 n'est masqué. Et on imagine bien que s'ils ont quelque chose à se dire, ils vont peut-être se rapprocher. Et puis vous voyez, il y a la photocopieuse qui est au milieu. Et en fait, ces 2 personnes-là, moi je trouve qu'elles ne sont pas bien protégées parce que elles ne portent pas de masque. Et avec ces écrans, on les incite à se protéger plutôt de ce qui se passe de l'autre côté. Et le risque, il vient pas forcément de l'autre côté de l'écran. Donc les écrans plexiglas, moi je trouve que c'est pas intéressant. Voilà. Mais je pense qu'il y a un mouvement important contre lequel il n'est pas toujours facile de lutter. L'hygiène des mains. Alors, l'hygiène des mains, c'est le petit dada des hygiénistes, donc on peut en parler des heures, donc je ne vais pas vous en parler des heures parce que sinon vous allez trouver ça insupportable. Comme le masque, c'est une mesure à double sens, c'est-à-dire que ça vous protège, vous, quand vous faites une hygiène des mains, ça vous évite d'avoir du virus sur les mains et de le rapporter au visage. Mais si vous avez contaminé vos mains, ça vous évite aussi après d'aller en mettre partout dans l'environnement. Donc ça marche dans les 2 sens. Et comme je vous ai dit, c'est indissociable du port du masque. Donc le seul objectif de l'hygiène des mains, c'est de bloquer la transmission avant qu'elle atteigne le nez, la bouche ou les yeux. Et ça, c'est vraiment une chose hyper importante d'être conscient que si vous avez du virus, mais même plein de virus sur les mains, c'est pas ça qui va vous contaminer. Le virus, il traverse pas la peau, donc vous pouvez en avoir tout ce que vous voulez sur les mains, tant que vous ne le ramenez pas au visage, vous êtes en sécurité. Deuxième question sur l'hygiène des mains, c'est comment on fait l'hygiène des mains. Alors, nous, on est accro, je cache la marque, on est accro aux solutions hydroalcooliques, parce qu'en milieu hospitalier, c'est vraiment ce qui est le plus efficace pour détruire la totalité des agents infectieux auxquels on est confronté. Mais pour le cas particulier du coronavirus, le coronavirus c'est un virus fragile, avec une enveloppe lipidique. Donc pour cet agent infectieux-là, l'hygiène des mains avec de l'eau et du savon, détergent, ça va détruire l'enveloppe lipidique. Donc les 2 mesures sont aussi efficaces l'une que l'autre. La seule chose, c'est que c'est quand même plus facile au quotidien, quand on est en train de travailler, d'avoir un flacon de chat à côté de soi. Si on veut se laver les mains, il faut se lever, il faut aller jusqu'au point d'eau, c'est quand même un peu plus contraignant. Voilà. Après, quand on est chez soi, je pense que c'est facile de faire un lavage des mains. Alors sur la technique, il y a une vidéo, vous pourrez regarder, c'est ma collègue qui fait l'hygiène des mains, mais comme c'est un peu long à lancer, je vais le faire moi-même. Donc la question quand on fait une hygiène des mains avec une solution hydroalcoolique, c'est quelle quantité. Donc la réponse, c'est comme pour la distance des gouttelettes, il n'y en a pas une absolue. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez assez de produit dans les mains pour faire la friction du début jusqu'à la fin, sans que ce soit sec avant la fin. Et quand vous avez des grandes mains, il vous faut plus de produits que si vous avez des petites mains. Bon.
Le principe, alors il y a des techniques avec des étapes. Le principe, c'est de mettre du produit partout. Donc, en général, ce qu'on recommande, c'est de faire paume contre paume. Alors ça coule, c'est un peu casse-pied, mais ça ne tâche pas. Le dos de la main, comme ça pour faire les doigts, comme ça pour désinfecter le tour des ongles qui est un peu en creux. Et c'est à ce moment-là que c'est un enjeu d'avoir mis suffisamment de produit parce que sinon on n'en a pas assez dans le creux de la main. Les pouces et les poignets. Et vous êtes parés. Et l'intérêt, c'est qu'on peut faire ça tout en parlant avec quelqu'un. Alors que le lavage des mains, ça vous oblige à aller dans les toilettes, c'est un peu plus compliqué. Alors après, le dogme, c'est de dire il faut que vous fassiez une hygiène des mains chaque fois que vous allez vous toucher le visage. C'est un peu difficile quand même parce qu'on se touche le visage assez souvent dans la journée et souvent de façon pas préméditée. Quand vous grattez le nez, c'est rare que vous méditiez avant en disant tiens, dans 5 minutes je vais me gratter le nez, donc je vais me faire une hygiène des mains avant. C'est des mouvements réflexes. Donc je sais que dans les collègues avec qui je travaille, il y en a qui sont très disciplinés et qui arrivent à s'astreindre, à se dire là je vais me toucher le visage, donc je fais une hygiène des mains avant. Moi, c'est pas possible, je n'y arrive pas. Donc ma stratégie à moi, donc je rentre dans la catégorie des distraits, c'est que je fais des hygiènes des mains très souvent. Et quand je dis très souvent, c'est toutes les 10 à 15 minutes. Donc chaque fois que je vois mon flacon de chat, je me refais un petit coup. Ce qui permet en fait en permanence de rediminuer la charge virale que vous pouvez avoir sur les mains. Ce qui fait qu'au moment où machinalement vous allez vous frotter l'œil, vous gratter le nez, à ce moment-là, vous n'avez quasiment pas de virus sur les mains. Et quasiment pas, il est important parce qu'en matière de transmission des infections, on n'est pas dans une loi du tout ou rien. Pour transmettre une infection, il faut avoir quand même une quantité assez importante d'agents infectieux sur les mains. Donc si vous êtes en permanence en train de rediminuer la quantité de virus que vous pouvez avoir sur les mains, vous êtes parfaitement en sécurité. En lien avec l'hygiène des mains, le sujet qui fait faire des malaises aux hygiénistes, c'est les gants. Et ça, je pense que vous avez dû voir, et peut-être même que vous faites aussi, vous, quand vous faites vos courses. Moi, je vois des gens qui font leurs courses avec des gants, qui prennent le caddie avec des gants, qui prennent leurs courses avec des gants. Donc ça, clairement, c'est vraiment une mauvaise idée. Parce que le virus, quand il est sur votre peau, il n'est pas dangereux, donc vous n'avez pas besoin de mettre des gants pour protéger la peau de vos mains. Le seul danger, c'est de ramener le virus jusqu'au visage, et ça, vous allez le faire aussi bien avec des gants qu'à main nue. Et ça a été particulièrement bien étudié et montré dans le domaine des soins, c'est que les gens qui ont l'habitude de porter des gants tout le temps oublient de faire l'hygiène des mains. Donc c'est un risque supplémentaire. Autre sujet, alors là je pense que c'est le sujet le plus anxiogène qu'on voit avec ce virus, c'est les surfaces. Et alors je pense que vous avez tous vu, c'est l'image que j'ai mise sur le diaporama, ces images complètement bizarres de gens, on a vu ça en Chine, mais on a vu ça aussi en Italie, en France, qui vont désinfecter, alors là c'est les fauteuils d'un amphithéâtre, je ne sais pas ce que vous avez fait ici avant de... mais on a vu ça aussi sur les trottoirs. Alors là, pour moi c'est mystérieux, je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait quand même une préoccupation dans la littérature sur est-ce que ce virus survit sur les surfaces. Et je pense que vous avez vu des études qui ont été pas mal rediscutées dans les médias. Là, par exemple, là, on a vu ce genre de choses où il y a des chercheurs qui, en laboratoire, vont mesurer la survie du virus sur différentes surfaces. Donc là, il y a du cuivre, il y a du carton, il y a de l'acier, il y a du plastique. Et en fait, le problème, c'est que nous, on n'en fait quasiment rien de ces études, pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est des études qui sont faites en laboratoire, et c'est une machine qui souffle un aérosol de virus pour contaminer les surfaces. Et la quantité de virus qui est présente dans ces aérosols, en fait, c'est une quantité astronomique qui n'a rien à voir, qui est bien, bien supérieure à celle qu'un individu peut émettre dans son environnement. Donc, pour cette première raison, on a du mal à faire le parallèle entre ce qui est constaté sur les surfaces et ce qui existe en vie quotidienne. La deuxième chose, qui est au moins aussi importante, c'est que ces études, quand elles vont chercher le virus, ce qu'elles cherchent, ce n'est pas le virus directement lui-même, c'est le matériel génétique du virus. Parce que vous vous rappelez, je vous ai dit, les virus, en fait, à l'extérieur, ils se multiplient pas. Donc, pour être sûr qu'un virus est en état, est vivant et capable d'infecter un organisme, il faudrait
prélever la surface et faire des cultures cellulaires pour voir si le virus est encore infectant. Ça, c'est excessivement compliqué à faire et c'est très coûteux. Donc les chercheurs, ils font pas ça, ils vont regarder s'il y a du matériel génétique, s'il y a de l'ARN. Et on peut très bien avoir des morceaux d'ARN de virus sans pour autant qu'il y ait du virus et que le virus soit infectant. Donc en fait, ces études, on ne sait pas très bien quoi en faire dans la vie courante. Ce qu'on sait, parce que ça, c'est une expérience qu'on a depuis longtemps, c'est que le coronavirus, c'est un virus enveloppé et que ces virus enveloppés ne survivent pas bien sur les surfaces. Les surfaces, ce n'est pas une question, ce n'est pas un enjeu. S'il y a une survie, c'est une survie de quelques minutes, peut-être 1 heure, et de toute façon, ce n'est pas dangereux qu'il y ait du virus sur les surfaces. Le danger, c'est de le rapporter au visage. Donc, si on reprend ces photos de gens qui désinfectent des sièges d'amphithéâtre, on revient à des questions qu'on a vues dans les protocoles sanitaires et dans toutes les recos, et je pense que vous avez vu chez les commerçants, des gens qui sont tout le temps en train de tout... voilà. Est-ce que ça a un intérêt de rentrer dans cette frénésie de désinfection des surfaces? Alors la première remarque, c'est que j'ai mis en milieu professionnel, mais c'est vrai aussi à la maison, vous pouvez désinfecter toutes les surfaces que vous voulez. Dès l'instant où il y a de la présence humaine, ça va se recontaminer très vite. Donc la désinfection, c'est pas quelque chose dont l'effet se maintient dans le temps. La deuxième chose, c'est que je trouve que c'est hyper anxiogène et c'est pas possible. Si vous faites reposer votre prévention sur le fait de désinfecter toutes les surfaces que vous touchez, vous allez passer votre vie à ça. Vous allez désinfecter la table sur laquelle vous travaillez, le téléphone que vous allez toucher, la photocopieuse, le pavé pour le code de carte bleue. Donc c'est ingérable. Est-ce que ça représente un risque? Non, sous réserve qu'après vous ne mettiez pas les mains au niveau du nez, de la bouche ou des yeux. Donc en pratique, il faut raison garder et il faut être raisonnable sur la désinfection des surfaces. Travailler dans un environnement propre, c'est important. Mais c'est important pas seulement pour le coronavirus. Par exemple, j'ai eu beaucoup de questions pendant la période épidémique de soignants qui me disaient, moi quand je rentre chez moi, je laisse mes chaussures dehors parce que j'ai trop peur que mes enfants... Oui, mes enfants, moi, ils ont 20, 25 ans, ils ne viennent pas tripatouiller mes chaussures quand je rentre à la maison. Mais il y a des soignants qui ont des enfants de 18 mois qui arrivent à 4 pattes et qui viennent toucher les chaussures. Ils disent, moi, je ne veux pas que mes enfants puissent toucher mes chaussures où il y a du coronavirus. Alors, est-ce qu'il y a du coronavirus sur leurs chaussures? Peut-être bien, parce que en ce moment, il y a de la circulation virale, on croise du coronavirus. Et moi, quand je vais dans les secteurs Covid, je pense que je marche sur du coronavirus et que j'en ramène chez moi, et que je rentre mes chaussures dans la maison. Je pense que le coronavirus, à mon avis, sur les semelles, il est mort. Mais après, est-ce que ça représente un risque? Et quand les gens disent « mes enfants, ils viennent lécher les chaussures, j'ai peur qu'ils attrapent le coronavirus », moi, la question que ça me pose, c'est, vous voyez les chaussures avec lesquelles vous avez marché sur le trottoir devant chez vous, peut-être croiser le trajet du chien qui est passé avant, il n'y a pas que le coronavirus qui pose problème si les enfants viennent lécher les chaussures. Si vous avez un enfant lécheur de chaussures, je pense que la réponse est de mettre les chaussures un peu hors de sa portée, mais pas pour le coronavirus. Donc, c'est souhaitable de travailler dans un environnement propre, mais il faut partir du principe que c'est pas parce qu'on ne va pas en permanence redésinfecter tout pour être sûr d'avoir un environnement stérile, ça n'est pas possible et ça n'a pas d'intérêt. En période de circulation virale, c'est sûr qu'on croise des surfaces contaminées. Toute la journée, on doit toucher des choses sur lesquelles il y a eu du coronavirus. Comme ça ne survit pas bien, probablement qu'il est un peu fatigué quand on le touche, peut-être même mort, qu'il n'y en a plus beaucoup, mais probablement qu'on va quand même en avoir un petit peu sur les mains. Ça n'est pas dangereux. Le seul danger, c'est de mettre les doigts dans le nez, ou dans la bouche, ou dans les yeux, avec suffisamment de virus pour vous infecter. Donc, ce qu'on recommande pour ça, c'est de faire un entretien, je dirais, normal des locaux. Et là, bon, c'est quand même assez logique de le faire avec des produits qui sont virucides, qui respectent les normes de virucidie, mais surtout de faire hygiène des mains fréquente. C'est ça la vraie réponse aux risques liés aux surfaces, c'est de faire en permanence une hygiène des mains. Et donc, quand vous faites vos courses, ça n'a pas d'intérêt de désinfecter les emballages
Ça n'a pas d'intérêt de les laisser dans le coffre de la voiture comme on nous a recommandé à un moment. Alors, je ne sais pas comment les gens font avec leur beurre et leur surgelé, bon, c'est mystérieux. Mais ça touche aussi des aspects plus professionnels, c'est-à-dire que le courrier, par exemple, il n'y a aucune indication à mettre le courrier en quarantaine avant d'y toucher. Vous pouvez tout à fait toucher le courrier. Nous, on peut toucher les cartes vitales des patients, les ordonnances, les lettres des médecins traitants. Le principal, c'est de faire une hygiène des mains après. Quand vous rentrez chez vous, même si vous avez été en contact avec plein de gens potentiellement porteurs de coronavirus, il n'y a pas d'indication à aller prendre une douche en rentrant. Enfin, vous le faites si ça, vous avez envie, mais c'est pas une indication. Vos chaussures, c'est pareil, il n'y a pas de raison de les laisser dehors. Il n'y a pas de raison de vous déshabiller. C'était surtout une question des soignants, hein, de se déshabiller dans la cour devant chez soi. Je pense que c'est ce qui devait pimenter les relations de voisinage. Et il n'y a aucune indication à aller laver vos vêtements le soir pour les débarrasser du coronavirus. Si vos vêtements sont sales et que vous les auriez lavés, vous les lavez. Mais peut-être qu'il y a quelques coronavirus dessus, et puis voilà, et puis ils vont mourir dans la nuit, et puis de toute façon, comme vous faites des hygiènes des mains tout le temps, ça va vous sauver. Distanciation physique. Alors là, j'ai remis un peu des choses parce que j'ai eu beaucoup de questions ces derniers temps sur la distanciation physique, parce que moi, je trouve ça un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on vous dit la sécurité, c'est de la distance, mais il faut mettre un masque. Alors finalement, on a quand même l'impression que c'est deux mesures barrières qui font un peu double emploi. Les éléments pour décider, c'est d'abord, ce que je vous ai dit au début, c'est difficile finalement de dire c'est quoi la bonne distance de sécurité. Là, je pense que Stéphane, même si j'éternue très fort, je ne vais pas arriver à le toucher. Là, je pense que quand même... Bon. Mais dans une pièce qui est plus petite qu'un amphi, en fait, on est très souvent à une distance compatible avec l'envoi de gouttelettes. Alors, si on porte un masque en permanence et qu'on fait bien l'hygiène des mains, est-ce que ça veut dire qu'on peut faire l'impasse sur la distanciation physique ? Donc ça, c'est pas un discours officiel que je vais vous dire, mais je pense que oui. Et quand on fait, nous, des réunions à l'hôpital, on voit bien qu'on les fait sans respecter la distanciation physique. On est masqué et on fait l'hygiène des mains. Mais on continue quand même à dire aux gens, respectez au maximum la distanciation physique. Parce que c'est quand même une habitude qui n'est pas du tout naturelle pour nous. Vous voyez, de respecter cette distance. Moi, je suis arrivée, on a failli se faire la bise. Enfin, c'est compliqué, on n'a pas été habitué comme ça. Et là, on est en train de faire un effort démesuré pour essayer d'intégrer dans nos comportements du quotidien le respect de la distance. Si on n'arrête pas de faire du on-off, de dire je ne mets pas de masque, je respecte la distanciation, j'en ai un, je ne la respecte plus, ça va être, je pense, impossible d'intégrer ces comportements dans le quotidien. Donc pour cette raison, je trouve que c'est bien de rester sur une base de respect de la distanciation physique chaque fois que c'est possible. Donc en particulier quand professionnellement on n'a pas besoin d'être prêt, de rester en distanciation physique. Et dans l'autre sens, c'est une question qu'on a beaucoup, par exemple dans les open space, c'est je suis loin, est-ce que je peux enlever mon masque ? Parce que franchement le masque, je le porte toute la journée, j'en ai plein les bottes, je voudrais pouvoir respirer un peu et retirer mon masque. Alors si vous êtes seul dans votre bureau, la question ne se pose pas, vous pouvez tout à fait retirer votre masque. Si vous êtes à 2 ou 3, ou si vous êtes seul mais que c'est un lieu de passage, je trouve que c'est plus compliqué. Et vous voyez, le masque, c'est la seule mesure de prévention que vous contrôlez vous. C'est-à-dire, vous décidez de mettre votre masque, vous êtes protégé, et quel que soit le comportement des autres. La distanciation physique, c'est une mesure, pour la respecter, il faut être deux. Et je ne sais pas si vous avez vu ça, mais moi je trouve qu'assez souvent, on part sur un échange avec quelqu'un, on se dit on va respecter la distanciation physique, et puis en fait il y a un moment où, je sais pas, voilà, quelqu'un fait un pas, on fait un pas en même temps, on se retrouve proche, la personne, on est en période d'allergie saisonnière, elle se met à éternuer violemment, et voilà, il y a quand même une vulnérabilité, donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retirer son masque, parce que je crois qu'on a besoin de faire des pauses. Mais il faut bien réfléchir au moment où on le fait. Je pense que c'est bien de le dire aux collègues, dire là je fais une pause, je suis assise à mon bureau, je fais une pause, je ne porte pas mon masque. Essayer d'éviter de venir justement à ce moment-là me poser une question en m'éternuant à la figure, ça me rendrait service. Et je trouve que pour les
déplacement, c'est plus compliqué parce que quand on se déplace, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc par exemple, on quitte son bureau sans masque, on avance dans le couloir, puis à ce moment-là, il y a quelqu'un qui sort d'une pièce qui va vous croiser. Bon voilà, c'est une fragilité, je trouve, de cette mesure. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de dire, chaque fois que c'est possible, chaque fois que c'est pas trop compliqué, de respecter les deux, la distanciation physique et le port du masque. Et que si, pour une raison ou une autre, vous êtes amené soit momentanément à retirer votre masque, soit momentanément à vous rapprocher, ça veut dire qu'il faut que vous soyez particulièrement vigilant parce que c'est une situation où il y a un peu de fragilité. Il y a eu pas mal de choses sur les circuits aussi, en particulier dans les protocoles sanitaires. Moi, j'ai vu ça dans les écoles, de dire il ne faut pas que les enfants se croisent, etc. Le croisement, il n'est pas interdit par définition, c'est-à-dire que si vous êtes deux personnes masquées, deux adultes sous contrôle qui ne vont pas faire de fantaisie, ils peuvent se croiser. Je pense que la question, c'est plus sur les bousculades, donc dans les écoles, les salles de spectacle, les matchs de foot. Là, c'est probablement intéressant de faire des circuits. Voilà. Donc beaucoup de petites choses. Finalement, le message, c'est... Le Covid, c'est pas l'ennemi sournois qui est caché partout dans l'environnement, qui peut vous sauter dessus au moment où vous n'y pensez pas, que vous êtes en train de faire vos courses. C'est une maladie de la proximité, c'est une maladie qui se transmet d'une personne à l'autre, en présentiel, les gens sont face à face, il y en a un qui éternue ou qui tousse et qui contamine l'autre. C'est ça vraiment la base de la transmission de la maladie. Du coup, les mesures de prévention, finalement, elles ne sont pas très compliquées. Le port de masque, ça marche, l'hygiène des mains, ça marche, la distanciation physique, ça marche. Leur difficulté, c'est qu'en ce moment, il faut les respecter tout le temps, ou en tout cas le maximum possible, et c'est ça qui en fait le caractère, je trouve, très, très contraignant. Et voilà, la question, c'est combien de temps il faudra faire ça, et en fait, on n'a pas bien de réponse à ça. En tout cas, tant que le virus circulera, et qu'il circulera sans qu'on ait de vaccin, et que les gens soient vaccinés, parce que c'est une chose d'avoir un vaccin, puis c'est une autre que les gens le fassent, et qu'on n'aura pas de traitement, ou qu'on n'aura pas de traitement pour les formes graves, moi je vois pas comment on peut faire l'impasse sur ces mesures de prévention. Et je vois à Rouen, on a à nouveau là, des clusters familiaux, et puis à partir d'un des clusters familiaux, il y a eu une EHPAD qui a une épidémie. On voit bien que c'est quand même assez facile de faire des redémarrages d'épidémies. Puis vous avez vu en Chine ces derniers jours, il y a à nouveau des cas à Pékin. Donc pour l'instant, on est dans ces mesures de prévention, et voilà, jusqu'à plus ample informé. Peut-être qu'en septembre, ce sera complètement différent, qu'on sera complètement relâché, mais peut-être qu'il va falloir reprendre les activités d'enseignement en septembre avec des mesures de routine, en particulier de protéger les enseignants au moins contre la transmission. Les enfants, c'est un peu différent parce que d'abord, c'est difficile quand même de faire porter un masque aux enfants, aux petits surtout. Et les ados, n'en parlons pas. Et les jeunes étudiants, je pense que c'est compliqué aussi. Mais il faudra quand même arriver à intégrer un minimum de prévention de ce type-là dans l'activité. Voilà, j'étais un peu longue, je suis désolée. C'est des sujets sur lesquels je peux parler un peu facilement. Je ne sais pas si vous avez des questions.